Et pendant tout l'éloge funèbre, je n'ai rien entendu à propos de Charlie. Je lui pardonne. Nous avons eu un mariage merveilleux. Qui était-il? Si c'était mon frère qui était mort, pour être honnête, je serais en colère. Je le serais vraiment. Si c'était le cas, je pense juste que, parce que Charlie Kirk, il me rappelle un peu mon frère, et je suis très proche de ce frère. Et si quelqu'un, genre, si je pense que mon frère mourrait, même si c'était pour une cause à laquelle il croyait, et qu'ils exploitaient juste sa mort comme ça, je crois que ça me rendrait malade. Je me demande vraiment ce que ressent la famille proche à ce sujet. Je ne sais pas. Donc, j'aurai quelques recommandations sur ce que j'aurais dit de faire. Maintenant, ce n'est que mon avis. Vous pouvez en tenir compte ou l'ignorer. Je dirais que j'aurais recommandé qu'elle se retire de la vie publique pendant au moins 1 à 2 semaines et idéalement jusqu'à 3 à 6 mois. Et la raison, vous savez, c'est que je regardais combien de temps on demande aux YouTubeuses de rester hors de la vie publique après un scandale. C'est un vrai scandale, non? La mort de son fils. Il se recommande de s'éloigner de la vie publique pendant 2 semaines à 6 mois. Mais le problème, c'est que les femmes outées sont tellement accros à leur téléphone maintenant et tellement accros à la notoriété et à l'attention. Nous ne savons presque plus comment avoir des interactions humaines normales. Non, nous sommes tellement accros à nos téléphones que, je veux dire, on utilise même la mort pour gagner en notoriété à ce stade. C'est grave. Oui, je sais ce qu'ils disent. Les chrétiens, ils voient les choses différemment de toi. Je pense que beaucoup de chrétiens le voient comme ça. Je le pense vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent que c'est un manque de respect de faire des funérailles dans un stade. Et en fait, pour être honnête, ce n'était même pas vraiment le stade. Je pense que c'était plutôt la façon dont ils l'ont fait, comme les feux d'artifice qui explosaient. Il y a juste un manque de... Je vais vous montrer les funérailles de John Fitzgerald Kennedy et vous verrez. D'accord, maintenant. Nous avons écouté la réaction d'Erika Kirk lors de la dernière émission. Vous savez quoi? Peut-être qu'on va regarder. Donc, d'accord, ceci. Est tellement béni d'avoir plus de travail que nous n'aurions jamais pu en rêver. Je veux dire, c'est magnifique et c'est un tournant décisif. On fonce à toute allure, tellement puissant, tellement béni de l'avoir. D'accord, alors, oui. Ensuite, nous allons. Alors, si vous remontez à 2 ou 3 diffusions précédentes, nous avons réagi à tout le discours d'Erika. Et encore une fois, j'ai dit que ce que j'avais remarqué, c'est qu'elle avait à peine parlé de Charlie, mais j'entends ces femmes parler de Tupac. Et je me demande comment est-ce que rappeur criminel qui est mort lors d'une fusillade obtenir plus de respect, une attitude plus respectueuse. Je suppose qu'il y a eu un dialogue plus respectueux autour de sa mort et de sa mémoire que pour le père de famille chrétien et conservateur. En tant que femme, on dirait qu'on ne peut pas se mettre en colère quand ces mecs nous traitent mal, car on valorise les mauvais comportements. C'est vraiment ce qu'on fait. Beaucoup de gens, vous savez, parlent de ma relation avec Pac et essaient de comprendre ça, vous savez, et ça a été une énorme perte dans ma vie. Ça ressemble à une femme triste. Je veux dire, elle est en train de pleurer. Ah oui. Et ça, c'est comme 20 ans plus tard. Je veux dire, encore une fois, quand les femmes se marient, ou je suppose perdent des hommes que nous percevons comme des alphas, la réaction a tendance à être complètement différente. Parce qu'il faisait partie de ces personnes que je m'attendais à voir ici. Et ma tristesse est plutôt de la colère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'il m'a laissé. Et je sais que ce n'est pas vrai. Et c'est une façon très égoïste de voir les choses. Mais je croyais vraiment qu'il serait là pour longtemps. Elle est folle pour être honnête, mais en voilà une autre.
Je me souviens que tu m'avais dit il y a quelque temps que tu avais une histoire sur Tupac que tu voulais toujours partager, et tu as eu 2 interactions avec lui, n'est-ce pas? Parle-moi de ça. J'ai été en compagnie de Tupac 2 fois. Tu vois l'émotion sincère de ces femmes. Ces femmes n'étaient même pas avec lui, elles n'ont pas eu d'enfants avec lui, mais elles sont toutes émues en parlant de lui. Et je veux dire, on était aux mêmes endroits, mais on ne fréquentait pas les mêmes cercles. Donc, je veux dire, j'étais aux mêmes événements, au même endroit, mais nous avons pris un vol ensemble une fois. C'était étrange car j'étais en première classe et lui en économique. Et quand je me suis assise et que je l'ai vu, je me suis dit, oh, je vais parler à Pac pendant tout le vol jusqu'à Atlanta. Et quand il a continué à marcher, je me suis dit, qui a mis Pac en classe économique? Sérieux, j'aurais pu lui parler. J'entends ce que vous dites. Tout cela n'est que mise en scène, probablement dans une certaine mesure. Mais ces interviews semblent plus authentiques que le discours qu'Erika Kirk a prononcé. Je ne fais que montrer la comparaison et le contraste. Il semble y avoir plus d'émotions là-bas. Voyager tout le temps en première classe, ce n'est pas mon genre d'être prétentieuse. Cette fois-là, j'ai eu la première classe et Tupac pensant avoir eu de la chance. Donc, les 2 interactions que j'ai eues avec lui, il était complètement différent lors des 2 interactions et de façon extrême. La première fois que je l'ai rencontré, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais tellement charmée. J'étais envoûtée. J'étais ensorcelée. Et s'il n'avait pas eu de femme et qu'on avait été au bon moment, j'aurais été du genre, eh bien, on est adulte. J'espère que ta femme partage mon ressenti et que ce n'est pas un problème majeur. Je n'ai pas de relation sexuelle avec des hommes mariés volontairement, mais Elle pense qu'elle aurait voulu coucher avec lui 50 ans après. Je veux que vous voyiez ça parce que quand les femmes sont très amoureuses des hommes, je veux dire, c'est un peu comme ça qu'elles en ont eu un autre. Sur la justice poétique. Quelques impressions sur le travail avec Tupac sur Poetic Justice. Pac était fou et je l'adorais. Il était vraiment comme les gens le percevaient. Ce n'est pas juste une façon de parler. Donc, encore une fois, les histoires se concentrent sur qui il était en tant que personne. Pas ce qu'il a fait, mais qui il était. Ce n'était pas lui, mais il avait aussi un autre côté où il était amusant et un peu fou. Je pense qu'il est vraiment spécial. Il était très spécial, incroyablement talentueux. Il a tant de talent. Il est vraiment brillant ici. Tu vois, toute l'attention dans cette histoire était sur lui, pas sur moi, sur lui. Et quand tu compares et contrastes, je veux dire, c'est juste, voilà, je ne ressens rien en voyant ça. Mon mari, Charlie. Il voulait sauver de jeunes hommes, tout comme celui qui lui a ôté la vie. Ce jeune homme, sur la croix, le Sauveur a parlé. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme, ce jeune homme,
je lui pardonne. Pour être honnête, je ne le fais tout simplement pas. Il n'y a pas de larmes. Je regarde. Et pendant tout l'éloge funèbre, je n'ai rien entendu à propos de Charlie. Je lui pardonne. Notre mariage était formidable. Qui était-il? Qui les caméras n'ont-elles pas vu? Tu sais ce qu'il a fait pour toi? Je déteste être une connasse. Peut-être que j'aime ça, je fais ce boulot, mais... Tu sais, je suis juste honnête, mais je trouve ça un peu bizarre. Donc, encore une fois, les gens qui ne comprennent pas la critique de ça ne comprennent pas vraiment la nature féminine, c'est-à-dire que les femmes veulent de l'attention. Nous n'aimons pas toujours les hommes que nous épousons. Et souvent, c'est très transactionnel. Et vous savez, la nature féminine envie les hommes. Donc, le fait qu'elle prenne un rôle masculin indique peut-être qu'elle était jalouse de lui à un certain niveau. Et nous saisissons vraiment chaque occasion de prendre le pouvoir et de l'utiliser pour attirer autant d'attention que possible. Alors, quelle serait la meilleure pratique? Oh, attendez. Tout le monde profite de cette tragédie. Les femmes s'en servent pour montrer leur vertu. Ne la critiquez pas. Tu ignores ce qu'est le deuil. Ce sera leur principal argument. Maintenant, les meilleures pratiques, je recommanderais vraiment ce que Jackie Kennedy a fait. Maintenant, nous allons regarder ses funérailles. Cela semblait tout simplement beaucoup plus respectueux. Nous avons regardé l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. À ton avis, quelles sont mes chances d'avoir des problèmes de droit d'auteur avec cette musique? Faible? D'accord. Enfin, à Washington, un batteur plus noble prend le contrôle. Guidé par la silhouette élégante et sombre de Jacqueline Kennedy. Commencent alors ces pas mesurés par lesquels la nation porte ses présidents défunts dans l'histoire. Vous voyez, j'aurais recommandé une tenue qui n'attire pas l'attention. Je ne me souviens même pas de la tenue d'Erika. Son maquillage était si marqué. C'était comme si c'était plâtré sur son visage. C'est tout ce que j'ai vu. Ce n'est pas du tout pour attirer l'attention. C'est comme du noir, en fait. Il y avait comme un voile sur son visage. Perle, mais elle avait des auteurs qui écrivaient son discours. D'accord, mais c'était tout de même son choix, non? Je veux dire, à un moment donné, ça ne peut pas être la faute des auteurs. Je veux dire, si elle a choisi d'aller avec les auteurs, elle l'a quand même lu. Tu vois la différence? C'est vraiment un sentiment complètement différent. Sur Pennsylvania Avenue, les tambours passent, 100 battements par minute. Derrière eux, Kayson se dirige vers le Capitole, là où John Kennedy a reçu le pouvoir il y a 3 ans. Attendez que les honneurs militaires soient rendus au président défunt avant son transfert dans la rotonde pour y reposer en chapelle ardente.
Donc, je dirais simplement que, en général, je pense que l'audio, je ne sais pas, c'est une vieille vidéo. Oui, enfin, quoi? Ah, oui. Quoi qu'il en soit, vous voyez ce que je veux dire. Ici, c'est un sentiment complètement différent. Vous savez, encore une fois, c'est différent de diffuser le corps en direct, ce qu'Erika a fait. C'est juste, Jacqueline Kennedy ne sera pas oubliée aujourd'hui. Transfigurée par le chagrin, elle se tient droite devant le regard du monde et fait de son épreuve publique un témoignage durable d'une fière dévotion. Maintenant, pendant toutes les heures froides, jusqu'à ce que les portes de la rotonde doivent se fermer demain, les anonymes viennent pleurer, car il y a eu un décès dans la famille. oui, merci simplement d'avoir rejoint le programme d'adhésion. Ainsi, dans les jours qui ont suivi, le deuil initial de Jackie Kennedy a été marqué par une attitude stoïque en public, contrastant avec une profonde détresse en privé. Après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, Jackie a gardé son tailleur Chanel rose taché de sang, refusant de se changer et disant qu'ils voient ce qu'ils ont fait. Elle a accompagné le corps de son mari sur Air Force One et assisté Lyndon B. Johnson lors de sa prestation de serment, remplissant un devoir public en pleine épreuve personnelle. Du 22 au 25 novembre, elle a minutieusement organisé les funérailles de John Fitzgerald Kennedy, s'inspirant de celles d'Abraham Lincoln en 1865, pour garantir un adieu historique et digne. Elle a choisi la flamme éternelle de Caisson au cimetière national d'Arlington et d'autres éléments, transformant le chagrin en construction d'un héritage. Elle a marché lors des funérailles. Elle a marché dans le cortège funèbre le 25 novembre, tenant la main de ses enfants, affichant de la force malgré son chagrin intérieur. Dans l'intimité, Jackie était anéantie par son chagrin. Manchester indique qu'elle faisait des cauchemars, revivait l'assassinat et luttait contre des pensées suicidaires, partageant avec Theodore White son amertume après la perte de John Fitzgerald Kennedy. À cette époque, elle fumait cigarette sur cigarette et buvait beaucoup, s'appuyant sur sa famille pour trouver du soutien. Le deuil de Jackie est devenu un équilibre entre réserve publique et combat intime. Elle faisait peu d'apparitions publiques. Elle a fait quelques apparitions publiques, notamment pour rendre hommage à l'agent Clint Hill fin 1963 ou 1964 et lors d'un événement du Comité national démocrate en août 1964. Ces événements étaient éprouvants sur le plan émotionnel et elle s'est retirée après des fuites dans les médias concernant son témoignage devant la commission Warren, ce qui a accentué sa détresse émotionnelle. Elle protégeait ses enfants, Caroline et John Jr., de la publicité, lutte privée. Le chagrin de Jackie était profond. Elle a confié à l'historien William Manchester qu'elle se sentait privée de sa vie avec John Fitzgerald Kennedy et qu'elle luttait avec sa foi, se demandant pourquoi Dieu avait permis cette tragédie. Elle cherchait du réconfort auprès de prêtres et confiait à ses amis sa dépression et sa culpabilité de n'avoir pu sauver John Fitzgerald Kennedy. Elle a déménagé à Georgetown en décembre 1963 pour retrouver une certaine normalité, mais a été harcelée par les médias. Préservation de l'héritage. Jackie a créé le mythe de Camelot lors d'une interview en 1963 avec Theodore White, idéalisant ainsi l'héritage de John Fitzgerald Kennedy. C'était un acte de deuil, destiné à faire perdurer la mémoire de John Fitzgerald Kennedy comme celle d'un héros et non d'une tragédie. Elle a également participé à une histoire orale scellée où elle réfléchissait à leur vie commune. Au fil des années, le deuil de Jackie est devenu plus privé, avec de rares hommages publics à la mémoire de John Fitzgerald Kennedy. Elle s'est effectivement remariée, mais c'était une affaire privée. Après avoir épousé Aristote, Onassis. Oh, en fait, elle a vraiment épousé l'ex de sa sœur. C'était très croustillant. Elle l'a fait. Les femmes restent les mêmes. Tu comprends? Elle s'est retirée. Jackie s'est en grande partie retirée de la vie publique, se concentrant sur ses enfants et sa vie privée.
Sa visite privée à la Maison-Blanche en 1971 pour le dévoilement du portrait de John Fitzgerald Kennedy fut une rare reconnaissance de son histoire. Elle fuyait les discussions sur John Fitzgerald Kennedy et refusait les interviews sur leurs années à la Maison-Blanche. Donc, je veux dire, il est dit que jusqu'à sa mort en 1994, Jackie a maintenu un deuil discret en se concentrant sur le bien-être de ses enfants. Son compagnon a remarqué qu'elle gardait le souvenir de John Fitzgerald Kennedy pour elle, évitant les démonstrations publiques de chagrin. Parce que, encore une fois, le but de Jackie était de ne pas en faire une affaire personnelle. Et elle se souciait des enfants. Maintenant, je ne dis pas qu'Erika a forcément de mauvaises intentions, mais ses actions me semblent vraiment très étranges. Maintenant, nous allons parler de pourquoi cela se produit. Il ne s'agit pas d'attribuer une morale à cela, mais d'expliquer pourquoi une veuve semble triste alors qu'une autre a l'air d'aller bien. Une veuve alpha est une femme marquée par un homme de grande valeur. Imaginez un homme dominant, charismatique, imprévisible et sexuellement attirant. Cet homme, l'alpha de son passé, reste une référence qui hante son esprit comme un fantôme. C'est celui qui lui a échappé, que ce soit à cause d'une rupture, d'un décès ou simplement d'un souvenir qui s'estompe. Son mari, l'homme avec qui elle a fini par se mettre, n'est souvent pas à la hauteur de cette expérience inoubliable. Alors, quand il meurt, ses émotions sont mitigées. Il n'y a pas que le chagrin, mais aussi un étrange mélange de soulagement, de détachement, voire même d'indifférence. Même si le mariage s'est éteint lentement, perdre un mari signifie perdre une stabilité financière, sociale ou le rythme quotidien. Il semble qu'elle pleure le rôle qu'il a joué, pas nécessairement l'homme lui-même. S'il était du genre à subvenir aux besoins stables, fiables, mais sans cette étincelle, elle pourrait pleurer la sécurité, l'histoire partagée ou pour le bien des enfants. La société la tient en laisse pour qu'elle joue le rôle de la veuve éplorée, et elle peut s'y prêter consciemment ou non. En plus, il y a la culpabilité. Elle sait qu'elle devrait être dévastée. Elle pourrait donc feindre pour sauver les apparences ou éviter le jugement. Donc, il s'agit des veuves en général, mais je pense que cela pourrait potentiellement s'appliquer ici. Si son mari n'était pas cet homme-là, celui qui la faisait vibrer comme l'alpha l'a fait, elle vivait peut-être avec une rancœur silencieuse depuis des années. L'instinct des femmes de parler, de chercher le meilleur partenaire possible. Son cœur est encore attaché au souvenir d'un homme qui dominait la pièce, qui la faisait se sentir vivante d'une façon que son mari n'a jamais pu. Quand le mari est mort, ce n'est pas seulement un soulagement, même si ça peut l'être si le mariage était toxique. C'est plutôt comme rien du tout, une ligne émotionnelle plate. Elle n'est pas triste parce qu'elle s'est déjà détachée émotionnellement depuis longtemps, poursuivant l'ombre de cet alpha. Sa mort pourrait même lui sembler être une libération, une chance de retrouver cette étincelle, même si elle n'en a pas conscience. La programmation hypergame des femmes fait qu'elle compare les hommes à leur bien le plus précieux. Le mari d'une veuve alpha était sans doute un bon pourvoyeur ou un homme bien, mais pas celui qui la passionnait vraiment. Avec le temps, cet écart s'envenime. Elle est peut-être restée par devoir pour les enfants ou pour l'image sociale, mais son investissement émotionnel était faible. La mort ne coupe que le dernier fil. Il y a des femmes qui portent le deuil en public, mais qui, en privé, se sentent libérées, même si elles ont honte de l'admettre. Ce n'est pas de la froideur, c'est la nature humaine qui se heurte aux attentes modernes. Une veuve alpha n'est pas qu'une reine des glaces superficielles. Elle peut osciller entre la tristesse et le soulagement, comme une feuille déchirée par la culpabilité de ne pas ressentir assez. Si l'alpha qui l'a partagée est décédé, elle pourrait projeter ce désir inassouvi sur le souvenir de son mari, compliquant ainsi son deuil. Ou si l'alpha est encore dehors, elle pourrait rêver de reprendre contact, faisant de la mort de son mari une étrange opportunité. Les femmes ne doivent à personne une dévotion éternelle, surtout si le mariage était un arrangement pragmatique, pas une histoire de passion. Les hommes doivent le comprendre pour éviter de devenir le mari bêta éclipsé. Gardez confiance, assurance et capacité à surprendre. Face à une femme marquée par un alpha, ne cherchez pas à dépasser son passé. C'est un jeu perdu d'avance. Construisez votre propre valeur physique, émotionnelle et sociale pour devenir la nouvelle référence. Donc, je trouvais simplement que c'était un article intéressant qui explique un peu pourquoi les veuves font leur deuil de différentes manières,